Au fin fond du nord-est de la Russie s'étend la toundra, une vaste étendue de mousse, de rochers et de vent, où il n'y a ni arbre ni route, et où l'homme est toujours seul face à cette terre infinie. Ici, la visibilité s'étend sur des kilomètres, et toute empreinte dans la neige est comme un livre ouvert. Il semblerait impossible de disparaître dans un tel endroit, mais c'est pourtant ici que des gens disparaissent, des gens expérimentés et forts, qui connaissent l'Angongle Nord mieux que leur propre maison. Un éleveur de rennes dont les traces s'arrêtaient sur un rocher nu. Un chasseur qui a disparu à une centaine de pas de ses chiens. Une femme âgée qui s'est cachée derrière un buisson de murs blanches et a disparu à quelques mètres de sa petite fille. Aucun signe de lutte, aucun animal, aucune réponse. Juste un vide soudain, là où se trouvait une personne une seconde auparavant. Aujourd'hui, vous allez entendre des histoires de la toundra que peu de gens connaissent. Des histoires de personnes qui ont disparu de manière si étrange et inexplicable que même les anciens n'osent même pas en parler à voix haute. Dans la vaste étendue sauvage du Nord, où chaque trace est visible à des kilomètres à la ronde, 3 hommes expérimentés et robustes, qui avaient vécu toute leur vie au milieu du gel et du vent, ont tout simplement disparu. Leurs traces s'arrêtaient sur des rochers nus, leurs affaires payées étaient restées intactes, et leurs corps ont été retrouvés à des endroits où ils n'auraient même pas pu se rendre par leurs propres moyens. Ce ne sont pas des légendes, mais de véritables disparitions dont presque personne n'a entendu parler, mais qu'il est impossible d'oublier. Le 8 octobre 1997, un éleveur de rennes de 52 ans nommé Kevin a disparu avec son troupeau dans les contreforts de la chaîne d'Anyuy, en Tchoukotka. Cette histoire reste l'une des plus mystérieuses de la région, car non seulement l'homme a disparu, mais aussi 200 rennes. Pour comprendre cette histoire, il faut savoir certaines choses sur la vie des éleveurs de rennes en Tchoukotka. Les Tchouktsches sont un peuple autochtone du grand nord de la Russie, vivant sur une péninsule située juste en face de l'Alaska, de l'autre côté du détroit de Bering. Traditionnellement, les Tchouktsches se divisent en 2 groupes, les Tchouktsches côtiers, qui chassent les animaux marins, et les Tchouktsches éleveurs de rennes, qui élèvent des rennes dans la toundra. Kevin était un Tchouktsche éleveur de rennes. Il travaillait dans une brigade d'éleveurs de rennes, un groupe d'éleveurs qui travaillent ensemble pour s'occuper d'un grand troupeau de rennes. Il s'agit d'un vestige du système agricole collectif soviétique, lorsque les rennes étaient rassemblées dans de grandes fermes collectives. Kevin a passé 35 ans dans la toundra, à partir de l'âge de 17 ans. Il était l'un des éleveurs de rennes les plus expérimentés de la région. Un homme respecté par les jeunes éleveurs et dont les conseils étaient écoutés même par les anciens. Au début du mois d'octobre 1997, Kevin gardait un troupeau de 200 rennes dans les contreforts de la chaîne d'Anyuy, à une altitude d'environ 800 mètres. C'était un travail typique de l'automne. Les rennes paissaient sur les pentes des montagnes, où la végétation verte subsistait encore avant l'hiver. Début octobre, en Tchoukotka, les premières gelées sévères font leur apparition, avec des températures descendant jusqu'à moins 15 ou 20 degrés. Cependant, la nuit polaire n'est pas encore arrivée, cette période où le soleil ne se lève pas du tout à l'horizon. Kevin vivait seul dans un chum, une habitation traditionnelle des peuples nomades du Nord, semblable à une grande tente conique faite de peaux de renne, tendue sur un cadre en bois. À l'intérieur du chum, il y a un foyer pour se chauffer et cuisiner, un espace de couchage fait de peaux de renne et un endroit pour ranger les affaires. Le chum peut être démonté et transporté sur un traîneau lorsque le troupeau se déplace vers un nouveau pâturage. Le soir du 7 octobre,
Vers 20 heures, Kevin a contacté par radio le camp de base, situé à environ 30 km. Le camp de base est le centre de la brigade d'éleveurs de rennes, où vivent les familles des éleveurs. Il abrite une petite école pour les enfants, un centre médical et des entrepôts de fournitures. Kevin a rapporté à l'officier de service « Tout va bien. Le troupeau est calme. Le temps se maintient. Les rennes ont paix toute la journée sur le versant nord. Demain, je prévois de les déplacer un peu plus à l'est, où j'ai vu de la bonne mousse de renne, un lichen qui constitue l'aliment de base des rennes en hiver. » Le répartiteur a enregistré le message et a prévu la prochaine communication à 8 heures du matin. Une telle communication radio, 2 fois par jour, est obligatoire pour les éleveurs solitaires. La toundra ne pardonne pas les erreurs, et si quelque chose arrive, une blessure, une maladie, une rencontre avec un ours, les secours doivent arriver rapidement. Le 8 octobre, à 8 heures du matin, l'officier de service a allumé la radio et a appelé Kevin. Il n'y a pas eu de réponse. Il a réessayé 15 minutes plus tard, puis une demi-heure plus tard. Silence. À 9 heures du matin, le chef d'équipe avait été prévenu. À midi, 2 équipes de recherche équipées de motoneiges, des véhicules motorisés permettant de se déplacer sur la neige, se sont mises en route vers la dernière position connue de Kevin. Le trajet a duré environ 2 heures. Lorsque les chercheurs sont arrivés au campement, ils ont vu la tente de Kevin, dressée comme d'habitude sur une petite colline. Ils se sont approchés. La tente était intacte. Ils ont soulevé le toit, l'entrée était faite de peaux de renne, et ont regardé à l'intérieur. Le foyer était refroidi, mais les cendres indiquaient que le feu avait brûlé récemment, peut-être la veille au soir ou pendant la nuit. Le sac de couchage en peau de renne était disposé comme si Kevin avait dormi dedans et s'était levé le matin. Ses effets personnels, des vêtements de rechange, une casserole, une tasse, de la nourriture, étaient tous à leur place. Le fusil était appuyé contre le cadre en bois du chum. Pour un éleveur de rennes, un fusil n'est pas seulement une arme de chasse, mais aussi un moyen de se protéger contre les loups et les ours qui pourraient attaquer le troupeau. Il était étrange que Kevin ait laissé son fusil derrière lui. Un éleveur expérimenté ne quitte jamais son chum sans son arme. La radio était posée sur une petite table pliante. L'un des chercheurs l'a vérifié. Les piles étaient déchargées, la radio fonctionnait. Pourquoi Kevin n'avait-il pas répondu à l'appel du matin? Les chercheurs ont alors quitté le chum et ont commencé à examiner les environs. C'est alors qu'ils ont découvert quelque chose de complètement inexplicable. Le troupeau avait disparu. Les 200 rennes que Kevin gardait avaient complètement disparu. Pour comprendre à quel point cela est étrange, il faut savoir que 200 rennes ne constituent pas un petit groupe d'animaux. Un renne adulte pèse environ 100 à 150 kg. Un troupeau de 200 rennes couvre une superficie de plusieurs hectares lorsqu'il paît. Lorsqu'un tel troupeau se déplace, il laisse des traces évidentes. Des centaines de sabots piétinent la neige, cassent des branches et laissent des excréments. Les chercheurs ont commencé à faire le tour de la zone autour du chum, en élargissant le rayon. Ils cherchaient des traces du troupeau. La neige au sol était fine, d'environ 5 cm d'épaisseur, ce qui était suffisant pour voir clairement les traces. Il y avait des traces de Kevin, lui-même, des empreintes de ses muclucs, bottes traditionnelles en peau de cerf avec de la fourrure à l'intérieur. Autour du chum, à l'endroit où les rennes se tenaient habituellement, il y avait des traces isolées de plusieurs rennes. Apparemment, ils avaient ébrouté près du chum la veille. Mais il n'y avait aucune trace de déplacement massif. Il n'y avait pas de larges bandes de neige piétinées, de terre foulée, de végétation brisée qui reste toujours lorsqu'un troupeau de 200 rennes se déplace d'un endroit à un autre. C'était comme si 200 rennes s'étaient évaporés dans les airs. L'un des chercheurs, un vieux berger nommé Renate Guin, a déclaré « Ce n'est pas possible.
même si le troupeau avait été effrayé par des loups, un ours, et s'était enfui, il y aurait des traces partout. Les cerfs paniqués courent dans différentes directions, laissant des traces dans toutes les directions. Il n'y a rien ici. Puis ils ont trouvé les traces de Kevin. Ses empreintes de bottes menaient du Chum à environ 300 mètres à l'est jusqu'à une crête rocheuse où de gros rochers dépassaient cette tasse du sol. Les chercheurs ont suivi les traces. Pas à pas, la piste était claire dans la neige fine. Kevin marchait manifestement calmement, sans courir. La distance entre les empreintes était normale pour la marche. Au niveau de la crête rocheuse, les traces menaient à un grand rocher plat. Et sur ce rocher, les traces s'arrêtaient. Il n'y avait rien d'autre. Les chercheurs ont contourné le rocher et ont inspecté la zone dans un rayon de 50 mètres. Il n'y avait aucune autre trace. C'était comme si Kevin avait marché sur le rocher et avait disparu. Le soir venu, une équipe de recherche élargie était arrivée, composée de 20 personnes, dont les meilleurs pisteurs de plusieurs équipes. Ils ont commencé une recherche systématique. Ils ont vérifié chaque crevasse entre les rochers, pensant que Kevin avait peut-être glissé et était tombé. Ils ont vérifié les pentes environnantes. Ils ont crié son nom. La toundra ne leur a répondu que par des échos et le hurlement du vent. Le lendemain, un hélicoptère Mi-8 a été appelé, un grand hélicoptère soviétique utilisé dans le nord pour le transport et les opérations de recherche et de sauvetage. L'hélicoptère a survolé une zone d'un rayon de 30 miles autour du Chum, les pilotes et les observateurs recherchant tout signe. Une personne, un troupeau de rennes, des traces dans la neige. Rien n'a été trouvé. Les recherches se sont poursuivies pendant une semaine. Plus de 50 personnes ont ratissé les montagnes et la toundra. Ils ont utilisé toutes leurs connaissances de la région et toutes leurs compétences en matière de pistage. Mais ni Kevin ni son troupeau n'ont été retrouvés. 19 jours après la disparition, un groupe de chasseurs qui vérifiait des pièges à renards à environ 37 miles du campement de Kevin a découvert un groupe de rennes. En regardant de plus près, ils ont vu des marques sur leurs oreilles. Chaque renne d'un troupeau a une marque spéciale gravée sur l'oreille, afin d'identifier le troupeau auquel il appartient. C'étaient les rennes de Kevin. Les chasseurs ont compté 47 rennes. Les animaux étaient dispersés sur une vaste zone, paissant en groupes séparés de 5 à 10 individus. Ils semblaient effrayés et nerveux, gardant leur distance avec les humains. Habituellement, les dirinteshit domestiques d'Oa sont relativement calmes en présence des éleveurs, mais ceux-ci se montraient craintifs et s'enfuyaient. Au cours des semaines suivantes, plusieurs autres groupes de rennes du troupeau de Kevin ont été retrouvés, soit un total d'environ 80 animaux dispersés sur une vaste zone dans un rayon de 60 miles autour du Chum. Les 153 rennes restants n'ont jamais été retrouvés. L'hiver est arrivé en Chukotka. La température est tombée à 40 degrés. Les tempêtes de neige ont commencé. Les recherches pour retrouver Kevin ont été suspendues jusqu'au printemps. Sa femme et ses enfants adultes refusaient de croire qu'il était mort. Un éleveur de rennes, avec 35 ans d'expérience, ne pouvait pas simplement disparaître. En mars 1988, 5 mois après sa disparition, un groupe de chasseurs effectuait sa tournée printanière du territoire, vérifiant comment les animaux sauvages avaient survécu à l'hiver. À 27 km du Chum de Kevin, sur le flanc d'une colline, ils aperçurent quelque chose de sombre dans la neige. En s'approchant, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un corps humain. C'était Kevin. Le corps gisait dans la neige sur la pente, partiellement recouvert par des congères. À proximité, soigneusement empilés, se trouvaient tous ses vêtements traditionnels. Pour comprendre à quel point cela est étrange, il était nécessaire de décrire à quoi ressemblent les vêtements traditionnels des éleveurs de rennes, Tchouktches. Une kuchlianka est un long manteau en fourrure de renne.
avec la fourrure à l'intérieur, qui descend jusqu'aux genoux et est munie d'une capuche. Une autre kuchlianka est souvent portée par-dessus, avec la fourrure à l'extérieur. Des pantalons en fourrure de renne. Les untis sont de hautes bottes en fourrure, avec des semelles en cuir de morse, doublées de fourrure et d'herbe pour plus de chaleur. Des mitaines. Ces vêtements ont été créés au fil des siècles, spécialement pour survivre au climat arctique, où les températures hivernales descendent jusqu'à 49 degrés milles. Tous ces vêtements ont été retirés de Kevin et soigneusement pliés à côté de son corps. La kulianka était pliée, le pantalon était posé à part et les bottes onta étaient maroplacées à côté, par paire. On aurait dit que l'homme s'était déshabillé et avait plié ses vêtements de manière méthodique et calme. Kevin était allongé en sous-vêtements. Son corps était gelé, recouvert de neige et de glace. Les chasseurs ont immédiatement prévenu les autorités. Le corps a été transporté au centre du district pour y être examiné. Le médecin légiste a déterminé que la cause du décès était l'hypothermie. Cela ne faisait aucun doute, mais l'expert n'a pas pu répondre à la question centrale. Pourquoi un éleveur de rennes expérimenté, qui avait vécu toute sa vie dans l'Arctique et connaissait tous les signes et les dangers de l'hypothermie, se serait-il déshabillé dans la toundra à une température de 31 degrés Celsius? Il existe un phénomène connu sous le nom de déshabillage paradoxal. Il s'agit du stade final d'une hypothermie sévère lorsque les vaisseaux sanguins périphériques se dilatent soudainement, envoyant un afflux de sang chaud vers les extrémités. Cela crée une fausse sensation de chaleur intense et la personne qui meurt de froid commence à ressentir une chaleur insupportable et enlève ses vêtements. Il s'agit d'un phénomène médical bien documenté. Mais la question était, comment Kevin s'est-il retrouvé dans un état d'hypothermie sévère? Il avait tous les vêtements nécessaires. Il connaissait la toundra. Il avait une cabane avec un foyer chaud à seulement 27 km de là. Pourquoi n'y est-il pas retourné? Les anciens du village se sont réunis chez la famille Kevin pour discuter de la question. Dans la culture Tchouktche, les anciens ne sont pas seulement des personnes âgées. Ils sont les gardiens du savoir traditionnel. Ceux qui se souviennent des anciennes histoires comprennent les lois de la toundra et savent communiquer avec les esprits. Le plus âgé d'entre eux, un éleveur de rennes de 76 ans nommé Timnevi, qui se souvenait encore de l'époque précédant le régime soviétique, a déclaré « J'ai vu quelque chose de similaire quand j'étais jeune. Un éleveur avait disparu avec son troupeau. On l'a retrouvé à 1 mois du camp, nu. Les anciens ont alors dit que les esprits de la toundra l'avaient emporté. Quand les esprits appellent, une personne doit partir. Elle ne peut pas résister. Ils la conduisent là où ils ont besoin d'elle. Ils lui prennent la chaleur de son corps. Ils lui prennent son esprit. À la fin, elle se déshabille parce qu'elle sent un feu brûler en elle, même si elle est gelée. Pour de nombreux habitants du village, cette explication était logique. Dans la cosmologie traditionnelle des Tchouktches, la toundra est habitée par des esprits. Esprit du vent, esprit des pierres, esprit des rennes, esprit des ancêtres. Ces esprits peuvent être bienveillants, mais ils peuvent aussi être dangereux. Ils ont leurs propres lois, leurs propres désirs. Parfois, ils emportent des gens. Mais certains ont cherché une explication rationnelle. Peut-être que Kevin avait subi un traumatisme crânien. Il était tombé, s'était cogné la tête et avait eu une commotion cérébrale. Dans un état de confusion, il a commencé à zérer dans la mauvaise direction, s'est perdu et est mort de froid. Cela expliquerait sa mort, mais pas la disparition du troupeau et l'étrange interruption des traces pertes près des rochers. Peut-être que le troupeau a été effrayé par quelque chose, une meute de loups, un ours, et s'est dispersé dans toutes les directions. Kevin s'est mis à courir après eux, essayant de rassembler le troupeau, s'est éloigné et s'est perdu.
Mais cela n'expliquait pas pourquoi il n'y avait aucune trace de la fuite paniquée des pommes sirènes. L'histoire de Kevin s'ajouta à la longue liste des disparitions mystérieuses dans l'Arctique. Dans ces régions où l'homme frôle les limites de la survie, où la nature montre sa puissance absolue, il arrive parfois des choses qui ne peuvent s'expliquer rationnellement. Le 15 mars 1992, un chasseur tchouktche de 38 ans nommé Tianatval quitta le village de Lavrentia en Tchoukotka pour vérifier ses pièges à morses dans la toundra côtière, à environ 8 km de chez lui. Début mars, dans cette région, le jour polaire recommence tout juste à poindre après la longue obscurité hivernale. Cependant, la température oscille encore autour de 25 degrés. Tianatval n'était pas un novice. Il chassait dans cette région depuis plus de 20 ans, suivant les traces de son père et de son grand-père sur les anciennes routes de son peuple depuis sa jeunesse. Il connaissait chaque rocher, chaque courbe du littoral, chaque endroit dangereux sur la glace, aussi bien que sa propre maison. Les anciens du village le considéraient comme l'un des chasseurs les plus expérimentés. Ce matin-là, Tianatval dit à sa femme qu'il serait de retour dans la soirée. Il attela une équipe de 5 chiens, Laika, tous dressés et expérimentés, qui avaient parcouru des centaines de kilomètres avec lui à travers la nature sauvage de l'Arctique. Il chargea tout ce dont il avait besoin sur le traîneau, un fusil, des provisions de viande séchée et de pain, un thermos de thé chaud, des couteaux, des cordes. Il était vêtu d'habits traditionnels, tchouktches, un manteau en peau de cerf, un pantalon en fourrure et des bottes. Des vêtements qui avaient protégé son peuple du froid arctique pendant des siècles. À minuit, Tianatval n'était toujours pas rentré et sa femme commença à s'inquiéter. Dans la toundra, on ne rentre pas simplement en retard. Un retard pouvait signifier des ennuis, traîneaux cassés, blessures ou rencontre avec un ours. Elle réveilla les voisins. À l'aube, un groupe d'hommes du village partit à sa recherche en motoneige. À environ 7 miles du village, plus loin que prévu, ils trouvèrent son traîneau. La scène dont ils furent témoins effraya même ces chasseurs aguerris. Les 5 chiens étaient attachés à un gros rocher, vivants mais en état de panique totale. Ils hurlaient, tiraient sur leurs harnais et essayaient de se libérer. Leurs yeux étaient remplis de peur. Le traîneau était intact. Toutes les affaires de Tianatval étaient à leur place. Le fusil était dans son étui, le thermos avec du thé était sur le traîneau et la nourriture était emballée. Mais le chasseur lui-même avait disparu. Les hommes se mirent à chercher des traces. Les empreintes des bottes de Tianatval étaient clairement visibles dans la neige, menant du traîneau à un groupe de gros rochers à environ 100 mètres au nord. Ils suivirent les traces. Pas à pas, la piste traversait la toundra ouverte jusqu'au rocher. Puis, sur une neige complètement plate et dégagée, les traces s'arrêtèrent brusquement. Il n'y avait rien d'autre. Pas d'empreintes de pas, pas de traces de lutte, pas de traces d'animaux. Juste la dernière empreinte d'une botte dans la neige. Et c'était tout. C'était comme si Tianatval avait été soulevé dans les airs. Les chasseurs vérifièrent dans le vent cette nuit-là. Il n'y en avait pratiquement pas. Une légère brise n'aurait pas pu recouvrir les traces aussi rapidement en terrain découvert. Ils examinèrent la neige autour d'eux. Elle était dense, compacte, idéale pour conserver les traces. Si Tianatval avait continué à marcher, les empreintes auraient été visibles. Mais elles n'étaient pas là. Le soir même, l'équipe de recherche comptait 40 personnes, toutes des chasseurs expérimentés de Lavrentia et des villages voisins. Ils ont ratissé la toundra en cercle, s'éloignant de l'endroit où les traces s'arrêtaient. Ils ont vérifié chaque creux, chaque tas de pierres, chaque fissure dans la glace.
Ils ont crié le nom de Tinatvál. Seul le vent leur répondait. Les recherches se poursuivirent pendant 5 jours. Les hommes d'Oz travaillèrent de l'aube au crépuscule, certains passant la nuit dans la toundra afin de ne pas perdre de temps à retourner au village. Ils mirent à profit toute leur connaissance de la région et toutes leurs compétences de chasseurs. Mais Tinatvál semblait s'être volatilisé. 2 semaines après sa disparition, un groupe de chasseurs qui vérifiaient leur piège sur la côte du détroit de Bering firent une terrible découverte. À 35 km de l'endroit où Tinatvál avait disparu, presque à l'opposé du village, un corps gisait parmi les crêtes de glace. C'était Tinatvál. Le corps était partiellement gelé et recouvert de givre. Il était allongé sur le côté, entre des morceaux de glace, comme s'il s'était couché pour se reposer et ne s'était jamais relevé. Lorsque les chasseurs se sont approchés, ils ont remarqué des choses étranges qui n'avaient aucun sens. Ses bottes avaient disparu. Les pieds d'homme de Tinatvál étaient maintenus. Mais lorsqu'ils ont examiné ses pieds, ils ont constaté que la peau était presque intacte. Il y avait quelques égratignures, de légers signes d'engelure, mais rien de grave. Il n'y avait pas de coupure profonde, pas d'engelure grave, aucun des terribles dommages tissulaires qui auraient pas dû être présents si une personne avait marché 35 km pieds nus à travers la toundra glacée à une température de 25 degrés creux. Tous ses vêtements traditionnels en fourrure, son manteau, son pantalon, étaient ondés sur lui, mais ils étaient détachés. Le kouchlanka était ouvert, le pantalon était dénoué. Dans un tel état, dans le froid arctique, une personne gèle en quelques heures, voire plus rapidement. Le corps a été transporté au village. Il n'y avait aucun signe de mort violente, aucune blessure par arme blanche ou par balle. Il n'y avait aucun signe d'attaque par un ours ou un autre prédateur. La cause du décès a été déterminée comme étant l'hypothermie. Mais comment ? Comment un chasseur expérimenté qui avait vécu toute sa vie dans l'Arctique et connaissait tous les signes de l'hypothermie a-t-il pu déboutonner ses vêtements dans un froid mortel ? Comment s'est-il retrouvé à 36 km de son traîneau, dans la direction opposée ? Pourquoi n'est-il pas retourné à son traîneau, où se trouvaient ses chiens, ses provisions et son fusil ? Et le plus mystérieux de tout, pourquoi ses pieds d'armes semblaient-ils n'avoir pratiquement pas marché ? Les enquêteurs du centre du district ont cherché une explication rationnelle. Peut-être Tinatvál avait-il été frappé à la tête par une chute de pierre, provoquant une commotion cérébrale et une désorientation. Dans un état d'esprit confus, il s'est engagé dans la mauvaise direction, a été emporté par le vent, a gelé et a connu un déshabillage paradoxal au stade final de l'hypothermie. Mais cette version n'expliquait pas l'état de ses pieds. S'il avait marché 35 km, même avec des bottes, sans parler de pieds nus, ses pieds auraient été détruits. Et où étaient même dépassées ses chaussures ? Et pourquoi les traces s'arrêtaient-elles si étrangement au niveau des rochers ? Les anciens du village ne cherchèrent pas d'explication rationnelle. Ils se réunirent prendre chez Tinatvál et accomplirent un rituel traditionnel. Le plus âgé d'entre eux, un chasseur de 80 ans nommé Vuntegin, déclara « Les esprits de la toundra l'ont emporté. Il a brisé quelque chose, ou son heure était venue. La toundra emporte ceux qu'elle choisit. Nous ne pouvons pas connaître ses lois. » La femme de Tinatvál a déclaré que quelques jours avant sa disparition, son mari avait parlé de rêves étranges. Il avait rêvé d'un renard blanc qui l'appelait vers le nord, vers la mer. Dans la tradition tchoukché, le renard blanc est un messager des esprits. Un rêve à son sujet peut être un présage. L'histoire de Tinatvál est venue s'ajouter à la longue liste des disparitions inexpliquées dans l'Arctique. Les habitants de la région savent que la toundra ne pardonne pas les erreurs, mais qu'elle emporte parfois même ceux qui n'ont rien fait de mal. Elle les emporte selon ses propres lois que les humains ne comprennent pas.
33 ans se sont écoulés depuis ce jour de mars. Tinadval aurait aujourd'hui 71 ans. Ses enfants ont grandi et sont devenus chasseurs comme leur père. Ils évitent de l'endroit Bichi où ces traces s'arrêtent. Ils disent Ménide que les chiens refusent toujours d'y aller, gémissants et résistants. Dans le village de Lavrantia, on se souvient de Tiandval comme d'un bon chasseur et d'un homme bon. Et on se souvient de sa disparition comme d'un rappel. La toundra n'est pas seulement une terre, c'est un espace de vie avec ses propres esprits et ses propres règles. Et parfois, elle emporte ceux qu'elle juge nécessaires. Une autre disparition qui défie la logique et le bon sens s'est produite à la fin des années 1980 à la périphérie de la ville la plus septentrionale de Russie, Pevek, en Tchoukotka. Une femme esquimaude, âgée nommée Irgouvier, y vivait. Tout le monde la connaissait. Calme, têtue, résistante, les mains tachées en permanence par le jus des baies et le poisson. Elle avait 64 ans et cueillait des baies dans la toundra depuis plus longtemps que la plupart des habitants du village n'étaient en vie, soit plus de 50 ans. Le 22 août 1989, il faisait chaud, ce qui était rare dans cette région. L'été arctique touchait à sa fin. L'herbe jaunissait, la mousse fonçait, et les collines commençaient à prendre des teintes automnales. Mais ce jour-là, il faisait environ 8 degrés Celsius. Pas de vent, un temps humide, mais agréable pour le nord. Pour les habitants, c'était presque un luxe, une journée où l'on pouvait sortir dans la toundra sans craindre de geler. Le matin, Irgouvier appela sa petite fille, une fillette de 12 ans nommée Nunamtuk, pour qu'elle l'accompagne. Elles allaient là et souvent ensemble dans la toundra pour cueillir des baies. Les mûres blanches et les myrtilles n'étaient pas seulement un régal, mais un élément essentiel de leur alimentation hivernale. Les mûres blanches sont des baies de marais de couleur ambrée, très appréciées dans le nord, similaires aux de framboises nordiques, mais qui poussent dans la toundra. Les myrtilles sont connues de beaucoup, mais en Tchoukotka, elles sont plus denses, plus acides et résistent au froid. Les champs de baies se trouvaient à environ 5 km du village. Pour les habitants de Pevek, ce n'est pas une longue distance, surtout en été, lorsqu'il n'y a pas de blizzard ni de nuit polaire. Ils marchaient tranquillement à travers la toundra. Irgouvier marchait d'un pas assuré et familier, tandis que Nunamtuk était constamment distraite par les cris des oiseaux, les fleurs étranges et les traces de renards sur la mousse humide. À midi, elles arrivèrent à un petit ruisseau de la toundra. Dans des endroits comme celui-ci, l'eau est date glacée même en été, car elle est alimentée toute l'année par la fonte des neiges et des sources souterraines. Irgouvier suggéra de faire une pause. « Asseyons-nous, reposons-nous, puis remplissons le panier, l'hiver était long. » Elles s'assirent sur un rocher plat, au bord de l'eau, burent du thé dans un thermos et mangèrent des crackers. Au bout de quelques 2 minutes, Irgouvier se leva et dit à sa petite fille « Reste assise ici et repose-toi. Je reviens tout de suite. » Et elle désigna une petite butte, une colline peu élevée, à quelques dizaines de mètres de là. À son pied poussaient des buissons épais où, selon elle, on trouvait toujours de bonnes mûres blanches. Nunamtuk resta sur le rocher. De là, elle pouvait parfaitement voir sa grand-mère. Une silhouette vêtue d'une veste sombre, un foulard sur la tête, marchant vers les buissons, se baissant et commençant à cueillir des baies. Le bruit tranquille du ruisseau, les cris occasionnels des oiseaux, le bourdonnement lointain du vent. Tout était familier et paisible. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Nunamtuk raconta plus tard que le temps semblait s'être arrêté. Elle était assise, regardait autour d'elle et pensait à quelque chose qui lui était propre. Soudain, dans le silence de la toundra, elle entendit un son étrange, un sifflement aigu et prolongé,
qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Cela ne ressemblait ni au cri d'un oiseau, ni au bruit du vent dans les rochers. Cela semblait provenir de cette colline même. La jeune fille frissonna et se tourna vers l'endroit où elle avait vu sa grand-mère une seconde auparavant. Elle réalisa qu'Irgouvier avait disparu. Il n'y avait personne à l'endroit où elle se tenait quelques instants auparavant. Nunamtuk bondit et courut vers les buissons. Le sol était légèrement humide, mais pas marécageux. Il était donc facile de marcher dessus. Près des buissons, elle vit le panier de sa grand-mère, à moitié rempli de mûres blanches et de myrtilles. Le panier était couché sur le côté, et quelques de baies avaient roulé sur la mousse. Mais Irgouvier elle-même était introuvable. La jeune fille se mit à crier « Bah, bah, où es-tu » Silence. La toundra était silencieuse. Aucun bruit de pas, aucun craquement de branches, aucune réponse. Elle courut autour des buissons, regarda derrière les rochers et grimpa un peu plus haut sur la pente de la colline. Aucune trace, aucune silhouette au loin, juste la même étendue plate de mousse et de lichen, de collines douces et de rochers épars. 10 minutes passèrent, puis 20, puis une demi-heure. Tout ce qu'elle avait avec elle était un petit couteau et une tasse. Nunamtuk avait 12 ans mais comme tous les enfants du Nord, elle comprenait que la toundra n'était pas un endroit où jouer. Le temps passait et sa grand-mère ne répondait pas. Elle commença à avoir peur. Finalement, elle prit une décision cruciale. Laisser le panier, mémoriser l'emplacement et courir jusqu'au village pour chercher de l'aide. Elle connaissait le chemin, elles étaient venues par là. La fillette courut, accélérant parfois le pas, essayant de ne pas perdre son orientation. Son cœur battait à tout rompre et ses jambes fléchissaient sous l'effet de la peur et de la fatigue. Au bout d'1 heure environ, elle arriva à Pévec. À bout de souffle et en larmes, elle se précipita dans la maison familiale et raconta de manière incohérente ce qui s'était passé. Nous étions près du ruisseau. Grand-mère est allée sur la colline. Il y a eu un sifflement. Je me suis retourné. Elle avait disparu. Il ne restait plus que le panier. Dans un petit village d'une 60aine d'habitants, ce genre de nouvelles se répand rapidement. 1 demi-heure plus tard, presque toute la communauté était prête à partir dans la toundra. Les hommes ne prirent des fusils au cas où ils rencontreraient un ours, et les femmes emportèrent des vêtements chauds, de la nourriture et des radios. Une file de personnes partit dans la toundra. Ils emmenèrent Nunamtuk avec eux pour qu'elle leur montre l'emplacement exact. Ils marchèrent rapidement, mais prudemment. Lorsqu'ils arrivèrent au ruisseau, la journée touchait à sa fin. Le soleil arctique commençait à descendre et les ombres s'allongeaient. Ils trouvèrent le panier d'Irguville, à l'endroit indiqué par sa petite fille. Les baies qu'il contenait avaient légèrement séché au soleil. Autour du panier, on pouvait voir les petites empreintes de Nunamtuk et les empreintes plus grandes d'Irguvier. Les vieillards s'accroupirent et examinèrent attentivement le sol et la mousse. Les empreintes d'Irguvie menaient de l'endroit où se trouvait le panier à un groupe de gros rochers au pied de la colline, à environ 50 mètres de là. Les empreintes étaient claires. La vieille femme avait marché à un rythme normal, sans se précipiter ni courir. Ils suivirent les empreintes jusqu'au rocher. Et puis, plus rien. Les rochers d'Ortignac étaient secs, recouverts de lichen par endroits. Pas une goutte de sang, aucun signe de lutte, aucun tissu déchiré. Si elle avait trébuché et était tombée, il aurait dû y avoir quelque chose. Une trace de dérapage, de la mousse arrachée, des accrocs. Mais ici, tout était intact. C'était comme si elle avait atteint ces rochers et s'était évaporée dans les airs. Les recherches se sont poursuivies pendant 11 jours. Les gens ont ratissé la toundra en cercle, élargissant chaque jour le rayon de leurs recherches. Il n'y avait pas d'hélicoptère près du village. C'était dans des années difficiles
où les équipements tombaient en panne et le carburant était rationné. Les gens marchaient, conduisaient en de vieilles voitures et utilisaient de rares véhicules tout-terrain. La nuit, la température descendait à 0 degrés et pendant la journée, elle restait autour de 5 degrés. Pour une personne vêtue de vêtements chauds, cela n'est pas fatal. Irguvie était vêtu de vêtements traditionnels chauds, un gilet en fourrure, une veste, une jupe épaisse et des chaussures traditionnelles appelées torbaza. Les torbaza sont des chaussures en fourrure, de serre à semelle, souples, chaudes et confortables pour marcher dans la toundra. Au début, les gens pensaient qu'ils la retrouveraient vivante. Elle avait pu se perdre, ses jambes avaient pu lâcher, elle avait pu tomber et se blesser au bras, mais elle avait un demi-siècle d'expérience en matière de survie. Elle savait comment passer la nuit, comment s'abriter du vent, comment faire un petit feu avec du boulot nain et de la mousse sèche. Mais les jours passaient et la toundra restait vide. Aucune nouvelle trace, aucun feu éteint, aucun vêtement, rien. 3 semaines plus tard, alors que l'espoir était presque perdu, un groupe de chasseurs revenant d'une région plus éloignée remarqua un étrange point lumineux au loin, sur le versant d'une petite montagne. Ils s'approchèrent et se figèrent. À environ 600 mètres d'altitude, sur un rocher plat, au milieu d'une pente presque dénudée, gisait le corps d'une femme. C'était Irguvie. Elle était allongée sur le dos, les bras soigneusement croisés sur la poitrine, comme si elle avait été délibérément placée là, comme on dispose les morts avant une cérémonie. Son visage était calme, ses yeux fermés. Le plus étrange résidait dans les détails. Elle ne portait pas de torba, c'est-à-dire de chaussures. Ses pieds étaient nus, mais ses pieds étaient en propre, sans blessure grave. Quelques égratignures mineures, une peau légèrement rougie, mais aucune crevasse profonde due au froid, aucune zone écorchée, aucun signe de longue marche sur des rochers et de la mousse. À cette époque, la température n'était pas descendue en dessous de 0 degrés. Oui, pour une personne non habituée, une température de +2 ou +3 degrés avec le vent pouvait être dangereuse. Mais pour une femme locale, vêtue de vêtements traditionnels, c'était une fin d'été normale. Cependant, le médecin qui a examiné le corps dira plus tard « La cause du décès est l'hypothermie ». Autrement dit, elle est morte de froid, même si le temps était loin d'être hivernal. Il n'y avait presque aucun effet personnel près du corps. Pas de panier, pas de thermos, pas de petits objets. Elle portait des vêtements, mais ceux-ci étaient légèrement ouverts, comme si elle avait eu chaud. Cela ressemble au stade final de l'hypothermie, lorsque la personne qui meurt de froid ressent une chaleur insupportable. Mais la question principale qui préoccupait tout le monde dans le village était autre. Comment s'était-elle retrouvée là, entre l'endroit où Irguvie avait disparu et celui où son corps avait été retrouvé? Il y avait environ 18 km à vol d'oiseau, en haute montagne. Pour une femme jeune et en bonne forme physique, cela aurait été un voyage difficile, mais possible en quelques jours. Pour une femme de 64 ans, même habituée à la toundra, c'était presque impossible, surtout pieds nus, comme si elle avait enlevé ses chaussures bien avant sa mort, alors que ses pieds étaient pratiquement intacts. Après les funérailles, les anciens du village ont parlé à voix basse pour que les enfants n'entendent pas. Ce n'était pas seulement le vent, c'était un appel. Pour les peuples du Nord, la toundra est vivante. Elle abrite des esprits, les esprits des collines, des rivières, des pierres et du vent. Parfois, on les entend sous forme de sons étranges, sifflements, bourdonnements, murmures. Répondre à cet appel signifie partir sans retour. Nunamtuk, aujourd'hui adulte, se souvient de ce jour-là. Je me demande souvent, sans ce sifflement, si je n'avais pas été distraite, aurais-je pu changer le cours des choses? Je l'ai vu,
Depuis, je ne l'ai plus vue. C'était comme si quelqu'un avait éteint l'image. Elle rêve encore parfois de sa grand-mère debout près des buissons avec un panier et de ce sifflement aigu qui lui donne des frissons dans le dos. La disparition d'Irgouvi a rappelé à Pévèque que même par une chaude journée de housse, la toundra reste un endroit où les humains sont des invités et non des maîtres. Et parfois, elle emporte ceux qui ont marché dessus toute leur vie, aussi facilement que si elle fermait une porte invisible derrière eux.